Pays d'Igia mi-Cutios. Emprisonné dans cette cage, Kémia comptait les jours. Les liards qui trottaient à côté de l'attelage se reposaient à peine et ne lui parlaient que pour l'insulter. Tous, sauf un. On l'appelait Calum. Lors des rares bivouacs, il lui donnait des restes de nourriture, de la viande crue, séchée. Les liards n'étaient pas très regardants sur ce qu'ils mangeaient, et Kémia avait compris que si l'un d'eux montrait des signes de faiblesse, les autres n'hésiteraient pas à le dévorer. Elle soupçonnait même certains morceaux de viande d'être de la chair humaine. Elle refusa d'y penser et se força à manger. Malgré tout, cela ne suffisait pas. Une alimentation douteuse et trop irrégulière, conjuguée à la soif et au poison qui poursuivait sa progression dans ses entrailles, eurent raison de ses forces. Ce fut une chance pourtant. Quand elle s'écroula, épuisée sur le côté, le liard qui s'efforçait de la garder en vie ordonna l'immobilisation du chariot. Gore, leur chef, qui avançait en tête, revint vers lui, arme au poing. « Qui croire-toi être pour donner ordre » gueula-t-il. « L'humaine évanouie. » répondit Calum. « Et alors ? Lui vouloir elle vivante. » Gore voulut le frapper, mais Calum esquiva le coup. « Lui falloir de l'eau, sinon elle morte avant château. » Les deux liards se fixèrent quelques instants, puis Gore se détourna, criant bien haut qu'il reprenait la route. C'est alors que Calum, se saisissant d'une pierre, la lança sur son chef, qui se retourna juste à temps pour l'accueillir au vol. « Lui vouloir elle vivante ? Toi être qui pour contredire ordre ?» demanda Gore. Il était prêt au combat. Calum l'attendait, tandis que le reste des liards se regroupait autour d'eux, excités qu'ils étaient par la mort qu'ils sentaient venir. Gore attaqua le premier. Calum riposta, mais son chef était le plus fort. Il parvint à le plaquer au sol, un pied sur son torse et la lame de sa hache en travers de sa gorge. Les autres, qui criaient, se turent. « Trop longtemps, toi défier autorité » dit Gore, l'écume aux lèvres. « Tu es lui » demanda un autre, le regard fou. Parce qu'il était près de son chef, ce dernier le saisit au col et d'une poigne ferme, il lui brisa le cou. « Non, moi pas tuer lui. » Le corps s'écroula, désarticulé sur le sol boueux. « Envoyez-lui dans prison Miakia. Pouvoir passer reste vie misérable se répéter pour désobéir. » Trois liards se saisirent du prisonnier, ils lui prirent ses armes et le jetèrent dans la même cage que Kémia. Quant aux morts, ses compagnons avaient faim. « Repartir » aboya Gore une fois que le carnage fut terminé. L'attelage se remit en route. Durant le trajet, Calum récolta l'eau de pluie dans la gaine de sa dague qu'on lui avait laissée. L'étui étant assez long et imperméable, il put retenir de quoi soulager sa gorge asséchée et celle de Kémia. Elle avait repris conscience, elle lui fit de la main un faible signe de reconnaissance et parvint à lui demander « Qui est-ce qui me veut vivante ?» « Tanen Tigurn » lui répondit le liard. Quand le convoi s'arrêta enfin, Kémia fut sortie de la cage et l'attelage repartit avec le liard, toujours prisonnier. Avant qu'elle n'ait pu voir quoi que ce soit, on lui mit un sac noir sur la tête et deux paires de mains musclées la saisirent par les épaules pour l'entraîner elle ne savait où. Lorsqu'elle fut enfin relâchée et que sa vue lui fut rendue, elle était agenouillée sur des dalles froides et humides, dans une sinistre salle, haute de 3 ou 4 mètres, aux murs suintants d'un liquide noir et visqueux. En levant les yeux, elle vit des formes sombres se mouvoir contre le plafond, agitées comme des fauves, qui semblaient retenues par une barrière invisible. Contre chaque mur étaient disposés de nombreux miroirs ovales, encadrés de lanières de cuir. Observant celui qui était le plus proche à sa gauche, Kémia vit surgir derrière la vitre une main bandée, pareille à celle d'une momie qui disparut aussitôt. Au milieu de la salle trônait un siège, constitué uniquement d'eau savamment entrelacée, devant lequel se tenait un être encapuchonné, le Tanel Tigurn. Kémia fut déçue. Il n'était pas haut de 3 mètres comme certains le prétendaient,
Il n'avait pas la tête surmontée d'une couronne de pointe, ni le torse percé de glaives. Quoique de taille normale, il était vêtu d'une ample bure noire, ceinturée d'un cordon de chanvre qui cachait la moindre partie de son corps, sauf ses mains, noires elles aussi. Des mains de squelette où ne subsistaient que les veines drainées de sang qui figuraient la carcasse d'un lierre desséché. Quant à son visage, s'il en avait un, il était impossible de dire à quoi il ressemblait, dissimulé qu'il était au fond d'une large capuche. « C'est donc toi ?» dit-il alors qu'il s'avançait vers elle. Il avait une voix basse, faible, comme s'il manquait de souffle. Toujours agenouillée, elle s'efforça de rester calme et garda le menton dressé. À 1 mètre d'elle, le Tanel Tigern s'immobilisa. Elle osait à peine respirer, ses yeux la piquaient et sa gorge s'était resserrée. Il ne bougeait plus. Elle avait les mains moites et un frisson remontait le long de son dos. Soudain, elle secoua la tête, 1 fois, 2 fois, gênée par un grésillement pareil au bourdonnement d'un moustique, un grésillement aigu dans sa tête. Elle se boucha les oreilles. Sans succès, le bruit ne fit que s'amplifier. Elle se frappa les joues, mais le bruit ne diminuait pas. Elle se mit à hurler, et des mains, elle chercha à écarter la peau à l'arrière de son crâne. Subitement, le bruit cessa. Kémia tomba à terre. « Alors, c'est à cause de toi que la prophétie risque de s'accomplir ?» Elle roula sur le dos. Elle avait l'impression que ses oreilles étaient en feu, que son cerveau cognait contre les parois de sa tête et qu'il pousserait ses yeux en dehors de leurs orbites si elle ouvrait les paupières. « Et c'est ça, poursuivit Kulu Akuma, qui vous a mis en déroute ?» Il la désignait du doigt et s'adressait à Gore qui était resté derrière elle. Au sol, la respiration saccadée de Kémia s'apaisait. Elle s'appuya sur un coude, la pression dans sa tête s'était adoucie, elle ouvrit les yeux mais elle y voyait trouble. « Ils seront déçus, » poursuivit lentement le Seigneur des Ténèbres, « quand ils sauront que tu n'as pas réussi. » L'air était devenu chaud, presque irrespirable. Il flottait une odeur de soufre. Elle releva la tête. Elle avait recouvré la vue maintenant, et au plafond, elle distingua les formes noires qui s'étaient agglutinées juste au-dessus d'elle. « Que tu n'as pas réussi à trouver Azir ?» La surprise étouffa d'abord la voix de Kémia, qui se mit à tousser. Une toux grasse, au bout de laquelle elle parvint à articuler « Comment vous savez ça ?» Tu n'as qu'à demander à lui. De son bras gauche, il montra un homme qui attendait dans l'encadrement d'une porte. Ce qu'elle vit l'épouvanta. C'était l'autre, qui était là et qui l'observait. La colère, la peur, la fatigue, tout cela eut raison de ses dernières forces. Elle retomba sur le sol. Je te sens déçu. Tu croyais que c'était un ami? Il faudra te faire une raison. Emmenez-la. Soulevée par les liards, Kémia ne put que se soumettre. Mais avant qu'il ne la fasse sortir de la salle, elle fit volte-face, elle arracha de son cou la pierre d'ambre et elle la projeta au pied du traître.